42e sommet de la CEDEAO, fin de la rencontre de Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara reconduit à la tête de la communauté pour une durée d'1 an. La solidarité, le règlement des crises dans la sous-région et la lutte contre le terrorisme ont meublé la réunion des chefs de gouvernement. Retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, la question à l'ordre du jour de la visite d'une délégation de l'institution financière en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'impact du retour de la banque. Et c'est ce soir que le pape Benoît XVI démissionne. Il aura désormais le titre de pape émérite. L'Église est donc dans l'attente d'un nouveau guide. Comment se fait l'élection du pape? Réponse tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Direction Yamoussoukro pour commencer. Depuis hier, il s'y tenait le 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. 14 chefs d'État prenaient part aux assises essentiellement consacrées à la solidarité au sein de la communauté. Une solidarité qui est d'ailleurs déjà en marche avec l'implication de tous dans la résolution des crises en Guinée-Bissau et au Mali. Les dirigeants de la sous-région sont décidés à faire barrage au terrorisme et à améliorer les conditions de vie des populations des 15 États membres. À la fin du deuxième jour des travaux, tout à l'heure donc, qui se tenait à huis clos, le président Alassane Ouattara a été reconduit à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président nigérian Goodluck Jonathan est à Yamoussoukro. Après donc le sommet de la CEDEAO, il entame à partir de demain une visite d'État. Son épouse et lui seront les hôtes du couple présidentiel ivoirien demain et après-demain. Awa Touré. Le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, a foulé le sol de la capitale politique ivoirienne ce mercredi 27 février à 9h45. Le président Goodluck Jonathan, qu'accompagnait son épouse Patience Jonathan, a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État nigérien, médiateur associé, vient participer au 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. Il entame également, à partir du vendredi 1er mars, une visite d'État en Côte d'Ivoire. ECOWAS summit, because you know the circumstances now, you know the situation in Mali. Concernant le sommet de la CEDEAO, vous connaissez les circonstances, vous connaissez la situation au Mali, en Guinée. La CEDEAO se rencontre pour s'assurer que les États sont proprement gouvernés de façon totalement acceptable. Des problèmes similaires ont été résolus plus tôt et nous avons la ferme conviction que ces cas seront rapidement résolus. Concernant la visite d'État, je pense que c'est une bonne chose car la Côte d'Ivoire et le Nigeria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et maintenant il s'agit pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria et même plus loin au niveau même de la région, c'est-à-dire de la CEDEAO. Les modèles économiques nigériens et ivoiriens peuvent être mis à contribution. Heureusement, la Côte d'Ivoire est francophone et le Nigeria anglophone. Donc ces différences peuvent nous permettre d'enrichir notre collaboration. Cela nous aiderait à résoudre les problèmes de la CEDEAO également. Pour cette visite d'État, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, aura des entretiens avec le président Alassane Ouattara. Il sera reçu à l'Assemblée nationale le samedi 2 mars. Le chef de l'État nigérien va rencontrer toujours le samedi 2 mars les opérateurs économiques ivoiriens et la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Voilà le couple présidentiel nigérien en Côte d'Ivoire pour une visite d'État. Et en marge de la réunion de la CEDEAO, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a entretenu les épouses de présidents qui ont effectué le déplacement de Yamoussoukro. Elle leur a fait visiter hier les villages de Tisserand de Tiébissou, à quelques 50 km de la capitale politique ivoirienne. Eugène Atoubé. 3 premières dames en visite dans les villages de Kondé-Yaoukro et de Mizambo. Un immense honneur fait à ces 2 villages de la sous-préfecture de Tiébissou et une présence qui comble de joie et de bonheur leur population. Celles-ci ont pu réaliser que leur village possède un atout inestimable, le tissage traditionnel du pain baoulé, atout grâce auquel le Mizambo et Kondé-Yaoukro aujourd'hui apparaissent comme une attraction touristique.
comptant parmi les fiertés et valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. Il me tenait à cœur de vous dire personnellement combien j'apprécie la beauté des pagnes que vous tissez. Sur vos métiers à tisser, vous mettez du cœur à l'ouvrage et cela se perçoit bien, tant dans la qualité que dans l'originalité de vos productions. Des pagnes de qualité et de valeur faits des mains des tisserands de Bomizambo et Condé Yaoukro, regroupés en coopératives, ont été remis aux 3 premières dames et à leurs époux respectifs. Un geste pour dire merci et traduire à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qu'on attend en patience, première dame de la République fédérale du Nigeria, et Sérifou Namajo, première dame de Guinée-Bissau. Les femmes de Condé Yaoukro et Bomizambo, très présentes dans la chaîne de production du pain baoulé et également présentes dans l'activité vivrière, ont sollicité l'aide de la première dame pour le développement de leurs activités, lesquelles connaissent un frein à cause des difficultés de commercialisation. Dominique Ouattara, très attentive et de grand cœur, a promis de leur apporter l'aide nécessaire attendue. Mais la première dame a rappelé l'existence du fonds qu'elle a mis à la disposition des jeunes et des femmes de Côte d'Ivoire pour les aider à se réaliser au plan économique et social. Les conditions d'acquisition du fonds sont très souples. Le FAFSI est une bonne opportunité de mener une activité génératrice de revenus et être autonome. N'hésitez pas à y adhérer. Séduites par les activités que mènent les femmes de Bomizambo et Condé Yaoukro, les 3 premières dames leur ont offert 2 millions de francs CFA pour le compte de la coopérative des tisserands, soucieuse de développer ses parts de marché. Patience Jonathan et Sérifou Namajo ont invité les femmes et les hommes de ces 2 villages à soutenir Dominique Ouattara dans ses actions en faveur du progrès des populations. Illustration, ce don constitué de 5 tonnes de riz, 2 broyeuses de manioc, 50 arrosoirs, 50 kits d'accouchement et 15 coussins. Un geste fait aux populations de Bomizambo et Condé Yaoukro avec une pensée pour Feu Kofi Gado, fidèle compagnon de Feu Félix Houphouët-Boigny, sur la tombe de qui la première dame de Côte d'Ivoire s'est inclinée à son arrivée dans le village de Bomizambo. Ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience d'abord les membres du cabinet américain LTC Stratégie, puis le directeur général de la mission laïque française. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu mardi soir à son cabinet à Abidjan, où il a reçu en audience une délégation du cabinet conseil américain LTL Strategies, conduite par son directeur général, Hilary Lake, et M. Guy Bang, directeur général de l'APEXI. Déjà, il y a pas mal de mesures qui ont été prises ici, en Côte d'Ivoire, par les instances ivoiriennes, autant privées que publiques, pour voir comment accroître le commerce avec les États-Unis. Et on est venu voir dans quelle mesure on peut accompagner ou compléter peut-être certaines de ces idées. Et ce matin, juste avant de retrouver la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, pour le sommet de la CEDEAO, Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur général de la mission laïque française, Jean-Christophe Débert. La mission laïque française, plus ancienne association qui s'occupe d'enseignement français à l'étranger, est très honorée de la confiance que le Premier ministre et le gouvernement ivoirien lui font pour penser la reconstruction de Mermoz et sa réouverture à une date prochaine, dès l'instant que toutes les diligences auront été satisfaites. Et à présent, un point qui retient l'actualité internationale, c'est aujourd'hui à 19h GMT que le pape doit démissionner. Hier, il a fait ses adieux aux fidèles catholiques au cours d'une cérémonie devant plus de 100 000 personnes, place Saint-Pierre à Rome. À partir de ce soir donc, Benoît XVI aura le titre de pape émérite. Sa démission ouvre la voie à l'organisation du conclave qui amènera les cardinaux à choisir le prochain pape. Et justement, comment se fait le choix du pape? Qui peut devenir pape? Pour le savoir, suivons cet élément de Gabriel Zani. La fumée blanche est le symbole que les cardinaux sont d'accord sur le choix d'un pape. Officiellement, tout homme baptisé vivant en règle avec l'Église peut prétendre au pontificat.
Mais c'est généralement l'un des cardinaux membres du collège cardinaliste qui est élu. Les électeurs du nouveau pape sont les cardinaux qui eux-mêmes ont été nommés par les présidents souverains pontifes. L'élection du pape est réglée de manière rigoureuse par des tests que chaque pape a retouchés. Mais l'objectif reste le même, créer les conditions pour permettre au nouvel élu d'accomplir sa mission en toute indépendance. Pour élire le nouveau pape, 120 cardinaux de moins de 80 ans se réunissent en conclave dans la chapelle Sistine. Le matin du premier jour du conclave est réservé à la célébration de la messe. L'après-midi est consacré au premier scrutin qui peut être remis au lendemain si le futur pape n'obtient pas les 2/3 des voix exprimées. Les bulletins électoraux dépouillés sont à chaque session brûlés dans un poêle. Le résultat du vote est annoncé par une fumée noire, vote non concluant, ou blanche, vote concluant. Le feu est un feu de paille mouillé pour produire une fumée blanche. On ajoute les bulletins de vote au feu de paille pour produire une fumée noire. En cas de fumée blanche, le conclave prend fin lorsque le pape répond favorablement à la question de savoir s'il accepte son élection en tant que souverain pontife. Puis il choisit le nom par lequel il voudrait être appelé. Le pape est alors proclamé par le doyen du collège des cardinaux. Et voilà, l'Église catholique devrait connaître son nouveau guide avant le début de la Semaine sainte qui démarre le 24 mars prochain. Une délégation de la Banque africaine de développement, la BAD, séjourne à Abidjan. Elle prépare le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. Quel pourrait être l'impact du retour du siège de la BAD à Abidjan? Ali Darasouba a posé la question hier soir au cours du journal télévisé de 20h à Amadou Koné. Il est l'un des administrateurs de l'institution financière et nous l'écoutons. Alors, il faut savoir que la banque n'est plus la même. Lorsque la banque partait d'Abidjan, elle avait un effectif d'à peu près 1000 employés. Là, ce sont 1700 familles qui reviennent. Avec tous les emplois que cela va créer. On m'indiquait que la banque dépensait à peu près 300 milliards donc, de francs CFA au moment où elle partait en ce qui concerne les injections directes donc, de financement dans l'économie à travers les salaires qui étaient attribués. Il faut considérer que c'est à peu près le double. Mais au-delà de ça, c'est une institution qui a pris du volume, qui est importante aujourd'hui, une institution de classe internationale, un AAA, et qui compte. Il y a 78 pays qui sont membres de la banque, dont les 54 États africains, et les autres sont des États non africains, donc qui sont représentés au conseil d'administration. Donc c'est tout ce monde qui arrive et qui non seulement va contribuer donc, à redorer davantage le blason donc, du pays, mais va aider à créer des emplois et puis tous les investissements que nous pourrons avoir beaucoup plus facilement parce que le dialogue entre le pays et la banque seront des dialogues beaucoup plus étroits. Et il faut aussi noter qu'une mission de consultation composée d'administrateurs a démarré aujourd'hui. Ces travaux prendront fin dimanche prochain. Parlons défense à présent. Après le succès de la première opération de désarmement et de démobilisation, l'autorité en charge de la question a entamé hier la seconde opération. Elle concerne 2000 ex-combattants en vue de leur réintégration dans le corps des agents des douanes ivoiriennes. Pour la journée d'hier, 106 ex-combattants ont été désarmés et mobilisés en présence du ministre belge de la Défense. C'était au camp de l'ex-3e bataillon d'infanterie d'Anyama, sous le regard d'Abou Sanogo. Peter Krem, ministre belge de la Défense en visite sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'Anyama. Objectif, soutenir l'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel. Et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Pour cette opération, ce sont 106 ex-combattants qui seront désarmés et démobilisés en vue de leur réintégration directe dans le corps des agents de douane.
Ils ont obéi aux critères de l'âge, 18 à 35 ans, des diplômes, au moins le BEPC et des aptitudes physiques constatées après une visite médicale effectuée sur différents sites. C'est une réalité, ils ne vont pas les doubler pour dire non, quand ils vont déposer les armes, c'est fini. Donc j'invite tous les autres à déposer les armes. Ils sont venus déposer les armes, voilà. C'est vraiment la joie, quoi. Venez déposer les armes et puis assurer vraiment votre chance aussi. Ce processus de désarmement et de démobilisation mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants concerne 2000 ex-combattants qui remplissent les conditions et les critères imposés par la Direction générale des douanes. Il se veut consensuel et transparent. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un processus inclusif. Il concerne tout le monde, tous les groupes cibles. Ex-miliciens, ex-groupes d'autodéfense, ex-FAFN, ex-associés sont concernés par le désarmement. Ces 106 ex-combattants seront envoyés sur 2 sites de formation. Le 1er bataillon du génie civil et le 3e bataillon de Boaki. Ils bénéficieront d'une formation commune de base d'une durée de 30 jours dispensée par un groupement d'instruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'une formation théorique dispensée par des encadreurs de l'école des douanes ivoiriennes pendant 15 jours. Et puis cette brève, avant de poursuivre avec l'actualité nationale, sachez qu'hier en Guinée, une manifestation de l'opposition a viré à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre au moins 130 blessés. L'opposition guinéenne réclame des législatives transparentes et démocratiques pour le mois de mai prochain. Le prix des droits de l'homme de la République française pour l'année 2012 a été décerné à l'organisation ivoirienne APDH, Action pour les droits de l'homme. Ces efforts sont ainsi salués. Le prix vient récompenser les différents rapports publiés sur les victimes de la crise post-électorale. Victorine Yaoyobwe. C'est la première fois qu'une organisation de la société civile ivoirienne reçoit le prix des droits de l'homme de France. L'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, a été la première ONG ivoirienne à publier des rapports sur les victimes de la crise post-électorale. L'ONG a enquêté dans le sud, le centre et l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'APDH a été distinguée pour son travail en faveur de l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes. Ce qui est récompensé aujourd'hui, ce ne sont donc pas des personnes, des prises de position ou des paroles qui sont récompensées, ce sont des actions de terrain, d'associations favorisant l'accès aux droits fondamentaux. Cette distinction de l'APDH pour son président vient prouver la crédibilité de la société civile ivoirienne. En matière de droits de l'homme, il y a bel et bien des organisations ivoiriennes qui travaillent. Et je pense que quand il y a la compétence au niveau national, il faut la faire valoir et non pas faire venir forcément les organisations des droits de l'homme de l'extérieur. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société civile ivoirienne qui est récompensée. Donc, preuve qu'elle est crédible, libre et indépendante. Cette expertise locale a pu être développée grâce à l'appui juridique aux victimes de la crise ivoirienne mis en place avec le soutien de la France. Avec ce prix des droits de l'homme décerné à l'APDH, la France promet l'installation dans quelques jours de l'Observatoire de la justice transitionnelle, associant la justice moderne et la justice traditionnelle. Tout comme l'appui juridique aux victimes, l'Observatoire de la justice transitionnelle est un instrument essentiel dans le processus de réconciliation et de reconstruction nationale. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'audience de confirmation des charges contre l'ex-président ivoirien. Laurent Gbagbo doit s'exprimer cet après-midi même. À l'issue de son intervention, la Cour pénale internationale se prononcera sur la tenue ou non d'un procès contre l'ex-dirigeant pour crime contre l'humanité. Et puis incarcéré depuis début septembre pour troubles à l'ordre public, Laurent Akoun, secrétaire général par intérim du FPI, le Front populaire ivoirien, libéré aujourd'hui. Il a purgé 6 mois de prison ferme à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Agriculture, le rendement des plantations de cacao. Les rendements des plantations de cacao sont en dessous de 500 kg à l'hectare, malgré l'utilisation de matériel végétal performant. La raison, l'épuisement des sols.
Comment rendre fertiles les sols et améliorer la production et la rendre durable? Cette problématique préoccupe chercheurs, structures d'encadrement, producteurs et organisations sous-régionales. La réflexion est en cours à Grand Bassam sur 4 jours pour trouver les solutions à la fertilisation des sols. Les explications de Noël Niagno. Le cacao, sa production épuise les sols. Pour récolter chaque hectare de cacao, on enlève au moins 145 kilos des aspects nutritifs. Donc il faut remplacer. Voilà qui explique la baisse de rendement des plantations après plusieurs années d'exploitation. Cela, malgré la performance du matériel végétal. Or, les terres se font rares et il faut produire plus sur un espace réduit. Comment? En améliorant la fertilité des sols. Sur 3 jours, des chercheurs, des encadreurs de producteurs, des organisations sous-régionales, mondiales, l'Initiative africaine du cacao et la Fondation mondiale du cacao réfléchissent à la question pour apporter des réponses justes. Par exemple, la gestion intégrée des exploitations agricoles. Intégrer, cela suppose de comprendre la fertilisation des sols en termes de bonnes pratiques agricoles, en termes d'entretien de la parcelle et en termes d'utilisation rationnelle des engrais. Vous savez qu'une cacaoyère qui est bien conduite, qui est bien entretenue, va optimiser les engrais qu'on va apporter. Autre facteur susceptible de contribuer à la durabilité de la cacaoculture, l'agroforesterie. Dans notre réflexion pour l'agroforesterie, nous regardons également comment est-ce qu'on peut introduire des essences d'arbres dans la stratégie de réhabilitation, essences d'arbres qui vont permettre un tant soit peu de contribuer à l'enrichissement du sol. Cela ne va pas suffire, mais ces essences d'arbres devront également assurer un certain ombrage que le cacao peut supporter pour produire. Ces essences d'arbres également devraient pouvoir permettre aux producteurs de diversifier non seulement les arbres qu'ils produisent, mais aussi diversifier leurs sources de revenus. Fertilité des sols et bonne gestion de l'agroforesterie, 2 facteurs fertilisants de la durabilité de la cacaoculture. Le sort a voulu que ces 2 rencontres aient lieu cette semaine à Grand Bassam. À Katiola, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, les structures de l'État ont reçu du matériel informatique, un don de 5 millions de francs CFA d'un fils de la région qui entend favoriser un meilleur fonctionnement de l'administration. Le reportage de Brahim Doumbia dans un commentaire de Charles Tatou. Le développement d'une région dépend de l'efficacité des fonctionnaires en service dans la localité. Les cadres de la ville de Katiola en savent. En témoigne cette action de bienfaisance du directeur général de la CIE qui répond au souci de rendre plus performante l'administration de la localité. Il a fait don d'un important lot de matériel informatique à la préfecture de Katiola. Coût global de cet équipement composé de 3 ordinateurs, d'une photocopieuse et de 2 imprimantes, 5 millions de francs CFA. Le donateur, Camara Thomas, dit avoir fait ce geste pour permettre aux agents de la préfecture de travailler dans de bonnes conditions. Le préfet de Katiola, Lambert Aumompieux, a exhorté les filles et fils de sa circonscription administrative à emboîter le pas aux généreux donateurs et à s'approprier le processus de réconciliation nationale prôné par le président de la République pour une cohésion en vue du développement de leur localité. La gestion des ordures ménagères dans la ville de Bouaké n'est pas aisée. Les précollecteurs se heurtent à l'indiscipline des foyers, au manque de moyens ou encore au vol des poubelles, des difficultés qui accentuent l'insalubrité dans la ville. Charles Tatou commente cette fois-ci le reportage de Ouattara Amadou Walter. La gestion des ordures ménagères est une réelle préoccupation. Malgré les efforts consentis par le pouvoir public, à Bouaké, elle demeure jusque-là une équation sans solution. Et la décennie de crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire a accentué cette situation. Ici, au quartier Diambourou, la réalité est alarmante. La décharge primaire qui devrait accueillir les ordures précollectées est mal entretenue. Les précollecteurs sont obligés de déverser les ordures aux alentours de la dite décharge. Les ménages qui ne sont pas adhérés prennent les ordures, venir barrer la porte qui mène nos collègues à pouvoir avoir accès à la décharge finale. À elle, la sécheresse, la décharge est en feu. Les ménages, quant à eux,
salue les actions des volontaires réunis au sein de la coordination générale des comités d'assainissement. Qui dit l'hygiène dit la santé. Voilà, aujourd'hui, moi je vois que ça évite beaucoup de maladies. Il faut que la mairie vienne en appui à CGK parce que je crois qu'ils font même le travail de la mairie. Conscients de l'ampleur de leur tâche, les précollecteurs disent agir pour le bien-être des ménages. Cependant, ils prétendent que leurs actions pourraient connaître de bons résultats s'ils bénéficiaient du soutien des autorités compétentes. Que ce soit la mairie, que ce soit le gouvernement, qu'on nous aide à sensibiliser les gens parce que ça demande assez d'efforts monétaires et tout. Les masses médias doivent nous aider aussi pour faire comprendre aux parents que vraiment ce que nous faisons, c'est un travail noble. Sur les 5000 ménages à Boaké qui ont souscrit à la collecte des ordures qu'ils produisent, c'est seulement la moitié qui paye régulièrement la contribution mensuelle à hauteur de 750 francs. Nous n'avons pas de subvention. Les montants que les ménages payent aujourd'hui ne suffisent pas vraiment pour nous prendre en charge. À cet effet, une vraie campagne de sensibilisation sur la gestion des ordures produites par les ménages s'impose. On voit les poubelles des ménages. Vous voyez le sac là. Il y a une poubelle de Caire ici. Ça a été volé. L'une des nombreuses causes de la crise d'insalubrité que vivent en général les collectivités locales provient de certains dérèglements dont les plus pertinents sont d'ordre institutionnel et financier, mais aussi organisationnel, technique et socioculturel. Pour une meilleure gestion des ordures ménagères, il serait bon que l'enlèvement des décharges primaires se fasse de façon régulière. Toutefois, sans négliger la promotion des activités de recyclage, de traitement industriel et artisanal de ces déchets domestiques. Et avec Thérèse Yoboué, rendons-nous à Daoukro. La ville vient de se doter d'une nouvelle station d'essence. Aussi, les populations pourront-elles désormais s'approvisionner en gaz butane sur place? La station d'essence et le dépôt de gaz ont été inaugurés par le président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédier. Au quartier Baoulekro. Il pratique ce commerce depuis 2 ans. Mes clients, ce sont ceux qui ont des motos bécanes, des KTM et puis bon. De temps en temps, quand l'essence manque, les taxis, les personnels viennent et puis bon. Ils demandent l'essence et je mets dans les voitures. Comme Eric, Palais exerce aussi ce commerce, mais d'une autre manière. C'est même qui achètent les carburants en détail sur moi ici. La plupart, c'est les clients qui viennent à les motos que je répare. Pour 5 000 francs de dépenses, ils se font un bénéfice de 1 500. Avec l'inauguration d'une nouvelle station à Daoukro, nos 2 commerçants ne s'inquiètent guère, puisqu'ils sont fournis par les pompistes des stations agréées, comme celle qui est ainsi inaugurée en présence des autorités politiques, administratives et de la chefferie traditionnelle. Le président du PDCI a procédé à cette inauguration. L'inauguration de cette nouvelle station, qui est un fleuron de l'économie de Daoukro, permettra aux opérateurs économiques de cette localité d'être servis sans crainte de pénurie intempestive de carburant. Une nouvelle station d'essence à Daoukro, une aubaine pour les automobilistes. On a souvent eu des ruptures de stock ici, il y a eu de pénurie et avec une 3e station, on n'aura pas de problème de pénurie de carburant à Daoukro. La nouvelle station qui porte à 3 le nombre de stations d'essence à Daoukro a coûté 200 millions de francs. Elle va procurer du travail à une dizaine de jeunes de la ville. Elle répond parfaitement aux normes de sécurité et de protection de l'environnement. En plus de l'essence, la station s'est dotée d'un dépôt de gaz butane. Voilà le feu. Nous utilisons les fourneaux avec le charbon, mais vraiment c'est fatigant. Bon, il faut dire que le feu vraiment n'a pas de médicaments. Si nous avons vraiment fait tout, ça peut vraiment nous aider à faire beaucoup de choses. Avec cette nouvelle station d'essence et ce dépôt de gaz butane, la ville de Daoukro amorce un véritable développement économique. Avant de nous quitter, nous rappelons que le 42e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est achevé aujourd'hui même. 14 chefs d'État ont pris part aux assises essentiellement consacrées à la solidarité au sein de la communauté. Une solidarité déjà en marche avec l'implication de tous dans la résolution des crises en Guinée-Bissau et au Mali.
Les dirigeants de la sous-région sont décidés à faire barrage au terrorisme et à améliorer les conditions de vie des populations des 15 États membres. Et puis à la fin des travaux, le président Alassane Ouattara a été reconduit à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Voilà, c'est ici que l'on se sépare. Merci d'avoir suivi ce journal et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI 1.